Donc, bonjour, je suis de retour à Fan Expo, ici Bromard de ma Radio Academia. Encore une fois pour CFAC FM, donc ma fin de semaine à Fan Expo à Vancouver continue. Je suis ici avec la patronne de Chirox. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas de problème, merci. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici à Fan Expo aujourd'hui? On est une boutique qui est à Montréal qui s'appelle Chirox le Geek Stop, mais on fait aussi des Comic-Con un peu partout au Canada. Donc, on se promène dans chaque ville pour pouvoir faire les événements. Puis, on est ici ce week-end en tant que vente. Et aujourd'hui, quel genre de produits est-ce que vous avez apporté pour le Fan Expo? On a tout, on a des figurines, des peluches, des drapeaux, je dirais des répliques autant d'objets de films comme des baguettes d'Harry Potter que des jouets. Donc, on a un petit peu tous des accessoires, des bijoux, des montres, des boîtes à musique. Je dirais on a quand même une bonne sélection. En ce moment, ça se passe comment les affaires dans votre magasin que vous avez à Montréal? À Montréal, oui. Ça se passe vraiment bien. On est placé sur la Plaza Saint-Hubert. Puis on a beaucoup d'autres magasins autour qui vendent des jeux de cartes, Pokémon, des trucs comme ça. Vu que c'est super populaire en ce moment, ça nous fait comme un petit quartier où les gens geeks, on va dire, viennent pour faire leurs achats. Donc on est une destination populaire, heureusement pour ça. Puis ça se passe vraiment bien. Quels sont vos produits qui se vendent le mieux dans votre magasin? Je dirais en ce moment, c'est la grosse mode, ce qu'on appelle les blind box, comme les petites boîtes mystères. Oui, je pense que le petit dopamine, le petit côté, genre, est-ce que tu vas avoir celui que tu veux ou pas, c'est vraiment la mode en ce moment, là. Vu qu'on le voit surtout sur TikTok. Les gens, on a eu assez du gacha dans les jeux. Maintenant, ils achètent des gachas en personne. En vrai, c'est exactement ça. Fait que là, au moins, tu te dis, même si tu l'aimes pas, tu peux l'offrir en cadeau. Mais c'est vraiment, je pense que c'est toute l'anticipation, c'est l'ouvrir l'excitement qui est quasiment plus une récompense que ce que tu pognes dedans. Puis, si tu as eu celui que tu voulais, c'est juste un bonus. Donc, racontez un peu sur vous, qui vous êtes et comment est-ce que vous avez parti cette entreprise-là. C'est quoi l'histoire de Chirox? En fait, quand j'étais au secondaire, j'aimais vraiment beaucoup les animés, les émissions de télé un peu geek, comme Pokémon. Puis, je trouvais que c'était très difficile d'avoir de la marchandise. Donc, quand j'ai commencé ma carrière, je dois me trouver de quoi faire dans la vie. Je me suis mis à, dans le fond, chercher les produits que je pouvais soit importer ou à un moment donné faire moi-même en tant qu'artiste pour pouvoir, je veux dire, offrir dans le fond les produits que moi j'aurais voulu avoir étant plus jeune. Puis de fil en aiguille, j'ai eu des opportunités de justement, je connaissais pas les Comic-Con au début, puis j'ai commencé à vendre dans les Comic-Con assez que j'ai eu besoin d'avoir un magasin physique. Donc ça fait 8 ans déjà qu'on a ouvert la boutique. Puis justement d'opportunité en opportunité, ça a été de pouvoir agrandir notre sélection. C'est pour ça que maintenant on a une variété de produits. Puis j'ai un peu créé ce que moi j'aurais voulu pouvoir avoir comme expérience plus jeune. Mais je dois avouer que dans les dernières années, la culture populaire, tout ce qui est comme même Marvel avec tous les films qui sont sortis, c'est devenu plus mainstream, si je peux me permettre de dire. Oui, c'est ça. Fait que, avant, tu écoutais Pokémon, tu étais comme la personne qui écoute Pokémon. Maintenant, tout le monde connaît ça. Là. Fait que ça s'est aussi popularisé. Fait que c'est le fun de voir que c'est rendu comme normal. Écouter le hockey, écouter Spider-Man, c'est rendu pas mal pareil. Là. Pour Spider-Man, c'est certain, parce que je trouve que quand même les comics ça a quand même touché plusieurs générations. Oui, c'est ça. Donc c'est quelque chose qui est devenu assez mainstream. Et moi, je me rappelle encore il y a quelques années, être un otaku, c'était encore considéré comme un truc bizarre. Oui, ça se mainstream de plus en plus. Exactement. Gamer, la même chose aussi. Donc, vous l'avez vécu comment? Parce que, bon, tu sais, pas être méchant, mais vous êtes pas le même, un peu plus vieux que moi, là, en termes d'âge. Moi, j'ai 24 ans, là, donc. J'en ai 37. Fait qu'on a quand même une différence. OK, ouais. Non, mais parce que je vais pas aller demander votre âge, mais vous l'avez donné, mais c'est bon. Je peux la donner. Non, mais je pose la question parce que c'est toujours intéressant de savoir comment est-ce que les générations précédentes, eux, ils ont vécu ça. Parce que, par exemple, ma mère, elle a grandi avec beaucoup d'emblèmes et de séries qui ont touché, elle, à son époque et qui ont fait partie de la culture. Par exemple, il y a quelques années, à Fan Expo, William Shatner était venu. Oui. Il a été invité. Et c'est fou parce que, tu sais, on le réalise pas, mais tu sais, quand je parlais avec ma mère, elle est comme, William Shatner, il est venu. Mais, tu sais, quand on y pense, William Shatner, c'est pas moi, c'est l'enfance de ma mère. Oui, c'est vrai. C'est le Star Trek original. C'est ça. Alors, ça, je vous pose la question, vous l'avez vécu comment? L'évolution qu'il y a eu depuis que vous avez commencé à consommer ce genre de médias, c'est-à-dire les comics, les animés et toutes ces catégories de médias un peu alternatifs, et jusqu'à aujourd'hui. Je dirais que quand j'étais vraiment plus jeune ado, ça commençait
Mettons, je veux dire la culture japonaise. Oui. Je sais que mes parents avaient regardé, tu sais, Candy, Goldorak, Captain Warlock, je pense. Tu sais, c'est des trucs je veux dire, des années Captain 70, Harlock, 80. c'est Avatar, je pense, en Avatar français. en français, C'est oui, ça. c'est ça. Ouais. Fait que même ma mère a connu un peu, je veux dire, les trucs japonais, mais je pense sans même savoir vraiment c'était quoi à l'époque. Puis ben là, pour ça, ma génération a commencé à arriver avec Dragon Ball, Naruto, Sailor Moon. Mais même à ce moment-là, soit si tu voulais lire les mangas, il fallait que tu aies les mangas en papier, ou si tu voulais regarder les animés, il y en avait quelques-uns sur le câble. Il fallait que tu ailles OITV, mais tu sais, je suis pas grandi dans une famille super riche, fait que si je voulais regarder des animés, il fallait soit que j'aille chez mes amis, ou tu peux acheter les DVD, mais c'était 40 pour 3 épisodes. Tu peux aller au quartier chinois, tu avais des petites copies DVD, pas trop, tu sais. Fait que c'était quand même dur d'accéder. Il fallait physiquement, pratiquement, que tu aies un ami qui te le montre. C'était dur de, je veux dire, organiquement ou naturellement, juste tomber dessus. Versus maintenant, tout le monde a Crunchyroll, tout le monde a Netflix, tout le monde a Internet. C'est tellement rendu beaucoup plus accessible que je pense aussi qu'il fait que c'est plus mainstream. Parce qu'avant, si tu n'avais pas un ami qui te montrait les trucs, tu n'avais pratiquement aucun moyen de le découvrir toi-même, pas beaucoup. Fait que je veux dire, quand même vécu la transition entre si je voulais lire les Naruto, il fallait absolument que j'aille m'acheter les mangas au Renaud-Bré ou qu'un ami, un ami me les prête. Tandis que maintenant, tu peux, il y a des librairies comme je pense que ça s'appelle Viz Media, tu peux juste comme, c'est pas un service de streaming, mais de manga en ligne. Puis là, ben, après ça, ils ont My Hero Academy, toutes les, tu sais, vraiment tout dessus. Fait que c'est beaucoup plus facile. Puis ben, moi, j'aime ça aussi, ça serait que c'est moi-même, je peux consommer beaucoup plus de médias. J'ai vu quand même la transition, je dirais, de quand tout était beaucoup plus physique, maintenant en ligne. C'était beaucoup plus difficile avant, versus maintenant, c'est plus accessible, mais d'une façon positive, tu sais. Donc, d'emblée, vous, comment est-ce que vous l'avez découvert? Vous parlez justement du fait que l'accessibilité n'était pas au point où il est aujourd'hui. Vous l'avez découvert comment, ces médias-là? Je veux dire, ma vraiment première expérience avec, mettons, comme un manga en papier, parce que c'est sûr que j'avais vu, je sais pas, Digimon ou des trucs comme ça à la télé, mais sans même connaître un peu l'origine, jusqu'à ce que je pense en 5e année, j'ai un ami qui a apporté un manga de Dragon Ball, mais la version papier. Puis là, j'ai fait comme, ah, ça a l'air cool, tu sais, je peux-tu le lire? J'ai lu le premier livre, je suis comme, oh mon Dieu, là, il me les faut les autres. Puis il fait comme, ouais, genre 75 volumes. Puis je suis comme, oh mon Dieu. Mais je me suis mis à triper sur Dragon Ball vraiment full. C'est là que quelqu'un me dit, non, mais il y a des émissions à la télé aussi. Puis je suis comme, ah, il y a des émissions à la télé. Il fait, ouais, mais attends, justement, il faut soit que tu attendes le matin. Parce que, tu sais, maintenant, avec le streaming, tu écoutes ce que tu veux quand tu veux. Dans le temps où moi, j'ai commencé à écouter Dragon Ball, c'était à 6h30 le matin sur comme Télétoon ou un truc comme ça. Fallait que tu te réveilles vraiment tôt. Il y a l'épisode, si tu le manquais, tu l'as jamais vu, là, tu sais, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est que c'est devenu un rituel de me lever le matin plus tôt pour pouvoir regarder mes épisodes. Je me souviens, Dragon Ball à 6h30 du matin. Non, mais c'est pour ça que moi, j'ai vraiment une autre expérience. C'est pour ça que j'aime poser ces questions-là, parce que moi j'ai comme grandi dans l'entre-deux. Lorsque les VHS et les DVD sont devenus plus accessibles, ben, j'ai grandi comme entre VHS et DVD, et les VHS sont devenus plus accessibles. Les DVD, ça se vendait partout. Donc, c'était beaucoup plus accessible de trouver ce genre de médias dans des magasins ou d'ailleurs Blockbuster, ça existait encore là, tu sais, Oui, c'est vrai. on empruntait des DVD et des cassettes vidéo et c'est toujours comme c'est pour ça que moi je me posais la question de savoir comment est-ce que ceux qui étaient venus avant moi, avant l'internet, avant tout ça, et j'ai parlé à d'autres otaku québécois et eux ils me disaient que souvent ils trouvaient ça dans des environnements comme des clubs animés, comme ce genre d'endroit-là où les gens sont déjà des fans et que tu avais ce genre de musique qui se distribuait. Vous, c'est quand la première fois que vous êtes comme identifié en tant que quelqu'un qui est geek ou Geek? parce que c'est le nom de votre oui, ben ça, magasin. Oui, ben effectivement. Quand est-ce que j'ai découvert geek? Je vois que je pense que c'est une transition qui s'est faite un petit peu naturellement. J'aurais pas une date, mettons, à mettre sur le geek, mais je dirais probablement tard dans mon secondaire. J'ai commencé justement à avoir une expérience un peu des trucs d'animé vers la fin de mon primaire. Après, parce que j'ai aussi grandi en région, là, vers le secondaire, je suis déménagée à Montréal. Puis ça a été comme quand même un peu plus accessible. Justement, il y avait le quartier chinois où c'était pas nécessairement la plus grosse sélection, mais c'était quand même l'endroit où on pouvait trouver un petit peu plus de produits qui venaient du Japon ou des trucs justement. Mais même là, je dirais pas que je connaissais le terme otaku. Je crois probablement jusqu'à ce que j'arrive pratiquement au cégep. Puis là, ben, il y avait justement le club d'animé à mon cégep, puis le club de geek un peu. Fait que je pense, je dirais, sans savoir que j'étais geek, c'est là où j'ai appris c'était quoi probablement.
Fait que, c'est un peu je veux dire, comme, pas avoir un terme. J'étais geek sans savoir que le geek existait, le mot. Même chose pour otaku. Et je dirais probablement secondaire, cégep environ. Puis après, ben, je veux dire, embrace le terme, justement. J'ai dit, OK, c'est ça que ça veut dire. Puis ça vient avec tous les niveaux de... Il y a des gens plus, je veux dire, autant plus geek que l'autre, mais ça reste... si tu tripes sur Spider-Man, tu veux regarder les films, t'es autant geek que la personne qui les a tout lu, les trucs, depuis les 40 dernières années. Je dirais que quand même, la beauté aussi, c'est que c'est une bonne communauté. C'est une communauté très positive. T'sais, les gens sont comme, ah, tu connais pas ça, je vais te le montrer. Il n'y a pas tant de gatekeeping dans la communauté geek, autant que dans la communauté otaku. C'est ce qui est intéressant aussi, puis fait que j'ai un sentiment d'appartenance d'une communauté positive. Ça fait aussi que, ben, à la boutique, tous nos clients, des fois, c'est quasiment un problème parce que là, ben, on se met à, ah, t'as-tu vu le dernier épisode? Puis, c'est quasiment un problème qu'on a des clients trop gentils parce que, ben, à un moment donné, tu te rends compte que, oh, attends, là, c'est une demi-heure qu'on parle de la dernière série qui est sortie, puis... faut vendre des trucs. Faut vendre des trucs, ça. Mais vous m'accorderez, c'est sûr que il y a beaucoup de gens qui sont geeks, mais c'est quand même un saut à être geek, de être geek, à partir un magasin puis devenir un magasin à succès à vendre des produits geeks. Donc, c'est comment que comme vous avez, disons, atteint ce point-là, ou c'est comme vous réalisez que, OK, ouais, je peux faire ma vie avec ça, et c'est quand au début que vous avez eu l'idée de, OK, là, je suis geek, mais tu sais, je veux faire quelque chose de plus. Je dirais que c'est la transition. Ben déjà, je pense qu'il m'aide beaucoup, c'est que moi-même, je suis très geek et passionnée par les trucs que je vends. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi-même, je suis des séries, puis là, je reçois la marchandise, puis je suis, ah ouais, c'est cool, là, attends, ça, c'est la scène, ou ce que, tu sais. Fait que je pense que ça me donne un avantage versus quelqu'un qui aurait aucune idée, puis qui essaierait de le vendre que pour faire de l'argent. Fait que moi-même, j'ai comme le niveau, tu sais, j'ouvre les boîtes, c'est Noël à chaque semaine, là. Fait que ça, je pense, ça aide beaucoup à avoir la passion de continuer, puis de toujours trouver plus de marchandises ou d'améliorer dans le fond notre système. Mais vraiment, c'est ça, c'est qu'au début, j'avais un emploi, j'aimais ça, mais c'était pas vraiment le best. Puis ça a donné que un de mes colocs, c'est la personne qui m'a amené à la première convention d'animé. Parce qu'à ce moment-là, même si je connaissais les animés, je savais pas qu'il y avait des événements comme les Comic-Con ou les conventions d'animation japonaises. Puis quand je suis allée là pour la première fois, j'ai vu qu'il y avait une allée des artistes. Puis je me disais, ben, moi-même, je pourrais faire mes petits dessins, mes macarons, faire ma marchandise. Fait que je l'avais fait au début seulement pour le plaisir. Je me disais, ah, si j'en fais une par année, ça me fait rencontrer des gens. Au moins, je n'ai pas à payer pour ma passe. T'sais. Puis là, ben, de fil en aiguille, c'est là que je me suis dit, justement, j'ai l'opportunité de vendre un peu plus de produits, grandir. Ah, ben là, tant qu'à grandir, d'avoir une vanne, mais là, tant qu'à avoir un camion, tant qu'à avoir un camion, je peux avoir du kiosque, tant qu'à avoir du kiosque, je peux avoir, tu sais. Là, ça, c'est comme fait naturellement, je dirais. C'est pas une carrière que je veux dire, choisi. Je me suis pas assis devant un livre de carrière et me dire c'est ça que je veux faire, mais c'est tellement arrivé naturellement que j'ai vraiment. C'est comment que vous avez, ou c'est quand et comment est-ce que vous êtes arrivé au point où vous avez fait le saut de j'ouvre un magasin? Quand que j'ai commencé à faire beaucoup de Comic-Con partout au Canada, je suis basée à Montréal, oui. Mais justement, je me suis mis à faire dans le fond toutes les conventions d'animé japonaises et les Comic-Con partout dans chaque ville majeure au Canada. Donc, partir 2 fois par année à Vancouver, à Calgary, à Halifax, Regina, ça faisait que j'étais pas nécessairement souvent à Montréal, mais pour faire le volume de transactions, il fallait que je reçoive de la marchandise. Le faire ça de chez moi, mais de recevoir des boîtes quand je suis pas là, essayer de... là, je suis juste là pendant 3 jours. Ça commençait à devenir un peu compliqué. Fait que je me suis dit, il faudrait que j'aille à un endroit pour centraliser, dans le fond, mon entreprise qui est pas nécessairement à la maison. Puis quand je regardais pour des loyers, en fait, j'ai été chanceuse de trouver une boutique qui avait quand même un loyer assez raisonnable. Fait que je me disais, l'avantage, c'est que pendant que je suis partie, la marchandise qui reste à Montréal peut continuer à se faire vendre. Fait que le magasin, c'est venu un petit peu comme naturellement. Fait que c'est encore, je veux dire, à partir des Comic-Con que le magasin a ouvert. Le magasin est venu après. Mais ça s'est juste fait un petit peu, je veux dire, organiquement, là. Fait que ça faisait du sens de tant qu'à avoir de la marchandise à Montréal, le mettre dans un magasin comme ça que ça continue à vendre. Puis après ça, je vais dans la boutique. Je peux prendre des trucs pour renvoyer avec moi quand j'en manque, puis ça se fait bien. Il y a sûrement beaucoup de gens pour qui ça pourrait sembler « Ah, mais c'est cool de faire sa vie en vendant des produits geeks. » Mais il y a plein d'étapes entre-temps pour arriver à ce point-là, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entrepreneurs n'y arrivent pas. J'ai un ami qui est développeur et qui a son propre studio et qui a 10 employés à temps plein maintenant. Et il m'avait dit « It sucks to be the boss. » Je veux dire oui, parce que c'est vraiment, je veux dire, les 2 côtés de la médaille. L'avantage, c'est que je suis le boss. Fait que c'est sûr qu'il y a des décisions,
j'ai un petit peu plus de flexibilité, dans le fond, dans ce que je peux décider de faire, parce que ben, la seule personne qui peut me dire non, c'est moi, ou qui peut me dire c'est moi. Mais de l'autre côté, ça fait que si quelqu'un est malade cette journée-là, eh ben là, c'est moi qui dois y aller pour remplacer. Par contre, une autre journée, ça me tente pas de rentrer, je sais que mes employés sont là-bas, bah, si je rentre pas aujourd'hui. Fait que c'est un peu, je veux dire, ça me donne, ironiquement, autant beaucoup de flexibilité que de la rigidité, parce qu'il y a des trucs, ben, c'est ma responsabilité à moi, c'est moi qui dois absolument le faire, mais les décisions me reviennent aussi. Donc, si je décide de faire de quoi ou de pas, ben, ça reste quand même ma liberté. Donc, c'est quand même à deux tranchants. Fait que je suis d'accord que ça vient avec beaucoup de responsabilités, mais quand même un avantage d'avoir les deux côtés de la médaille. Côté entreprise, la marque de chez Rox, le Geekstop, Oui. Ouais, c'est votre marque à vous. Oui, dans le fond, c'est vraiment venu que, ben, à un certain moment donné, après quelques mois de faire je veux dire, des conventions, j'ai pas le choix que de m'enregistrer. Puis à ce moment-là, je veux dire, j'avais aucune anticipation sur à quel point que je commencerais à faire beaucoup de conventions, d'avoir un magasin et tout. Puis j'ai juste dû choisir un nom. Puis je me suis dit, bah, je vais faire de quoi de facile, tu sais, chez Rox, là, tu sais. Mais c'est que ça a grandi comme... Ça fait restaurant un peu. Oui, c'est ça. Je vais être d'accord. Je trouvais que ça faisait restaurant un peu, mais je voulais de quoi qui se disait un peu en français. Mais à ce moment-là, c'était juste pour être légal, d'avoir une entreprise enregistrée. J'ai même pas pensé. J'ai la première chose là, ouais, ça va faire ça. Puis ben, justement, quand je me suis mis à faire des conventions pour être connue, c'est là où j'ai fait, bah, c'était pas le nom le plus optimal. Fait que là, ben, on a rajouté le Geekstop pour au moins que les gens comprennent un peu. Mais j'en suis un peu je veux dire, au point où ce que je dois soit choisir de continuer à avoir cette identité-là parce que les gens la connaissent déjà, ou justement essayer de changer d'identité parce que ben, je suis d'accord, ça fait un peu nom de restaurant. Donc pour l'instant, on a des noms, je veux dire, en suspens pour faire comme un annonce de changement d'identité, mais tu sais, l'équipe, le magasin, le concept, l'espace, tout va être identique, mais juste peut-être se refaire une petite beauté. Mais donc, je veux dire, on a grandi un peu malgré nous. Donc, juste remettre à jour un peu le succès qu'on a là. En parlant de grandir maintenant, votre magasin, disons, vous avez combien d'employés à temps plein qui travaillent pour vous? 6 employés. C'est bien ça, Donc, c'est beaucoup. Hein, vous êtes c'est quand même une petite entreprise conséquente. Oui, ça, ben, on rentre bien dans le livre des petites et moyennes entreprises du Québec. Oui, les PME. Oui. C'est vraiment une vraie PME, là. Fait qu'il y a moi plus 6 employés qui sont là à temps plein. Donc, soit c'est des gens qui m'accompagnent sur la route pour m'aider à faire les conventions, ou ben, qui sont à la boutique pendant que je suis, je veux dire, à l'extérieur pour pouvoir continuer à s'occuper de la boutique. Puis, en moyenne, les gens, ça fait entre 4 et 8 ans quand la boutique est ouverte qui travaillent pour nous. Donc, on a heureusement des très bons employés, ça fait longtemps qu'ils sont là. Donc, on a vraiment aussi construit un peu notre petite famille geek entre nous. Puis, ben, c'est ça aussi, je pense, qui fait qu'on est capable de continuer de l'avant malgré... C'est sûr, il y a eu les défis du COVID qui sont arrivés. C'était pas super facile en tant que boutique. Il y a eu des grosses rénovations sur la Plaza Saint-Hubert. Mais malgré tout, on est capable de continuer à persévérer puis de grandir malgré les challenges. Parlons un peu de vos produits que vous vendez ici dans la boutique. Donc, Oui. tous les produits que vous vendez, évidemment, c'est des produits officiels qui viennent tout droit du distributeur. Exactement, oui. Avec quel distributeur est-ce que vous faites affaire en général pour les produits? Est-ce que vous négociez, parce je sais qu'il y a deux types. Il y a ceux qui négocient directement avec ceux qui font les produits au Japon. Donc, par exemple, avec Bandai ou avec Nintendo. Et il y a ceux qui font affaire les distributeurs ici. Et c'est ces distributeurs qui négocient avec... Oui, ben en fait, on a, je veux dire, un mix des deux. D'accord. Autant que pour certains items, c'est un petit peu trop compliqué, nous, de faire une délégation parce qu'on reste quand même une petite entreprise. On n'a pas nécessairement de volume. Si je pourrais en acheter 50 copies, je suis pas AB Games qui en achète peut-être 4000. C'est sûr que ça, c'est quand même je veux dire, pas un problème nécessairement, mais c'est la réalité que ben, on n'est pas une si grosse entreprise que les grandes multinationales. Donc, c'est sûr que l'avantage d'avoir des distributeurs, c'est que c'est eux, ils commandent en plus grosse quantité et nous, on en prend une partie. On est quand même capable d'avoir un meilleur prix. Mais c'est que la sélection peut être limitée ou redondante à un certain moment. Versus, je vais moi aussi au Japon au moins une fois par année. D'accord. Je suis capable d'aller justement chercher des produits qui se démarquent puis les rapporter ou les importer dans le fond par moi-même pour être sûr justement de ne pas nécessairement avoir exactement ce que les autres compagnies ont. Donc, c'est, je veux dire, un petit peu un mix des deux. Soit je fais d'affaires avec des distributeurs pour avoir un peu un meilleur prix. Le problème, c'est quand il y a d'autres gens qui vont faire avec les mêmes distributeurs, les produits peuvent se ressembler un peu. Versus si je suis capable de moi d'avoir la main directement sur le produit,
ça me démarque. Vos chiffres d'affaires, ça tient à vous, évidemment, mais est-ce que je peux poser la question en termes des marges de profit dans un magasin comme ça? Je suis sûr que s'il y en a d'autres qui veulent faire affaire dans ce domaine-là, ce serait intéressant de savoir est-ce qu'on peut gagner sa vie avec ça et si oui, quelle sorte de marge de profit est-ce qu'on fait en moyenne sur des produits geeks de ce genre? Je dirais la marge de profit après dépenses, parce que c'est sûr que Oui, ce que les gens ne remarquent pas, c'est qu'il y a un loyer, des assurances, l'Internet, même les crayons, le papier de toilette, les employés, il y a des millions de petites dépenses qui finissent par s'ajouter. Fait à la fin de tous les calculs, il y a peut-être l'équivalent d'un 10% des produits qui viennent du profit. C'est sûr qu'il faut faire quand même un gros volume. Après, c'est sûr que c'est comment que la personne je veux dire, je sais trop le terme, mais comme s'organise avec, Okay. tu sais, dans le fond, tu sais, il y a comme une partie, il faut que tu réinvestis. Est-ce que les gens veulent mettre plus dans la publicité? Est-ce que, c'est où leur focus, dans le fond, là? C'est pas ce que je dire. Oui. Fait que ce que les gens réalisent pas, c'est que c'est beaucoup de travail pour pouvoir faire un petit peu à la fin. Et là, c'est avec ce petit extra que, est-ce qu'on veut essayer de nouveaux produits? Est-ce qu'on veut forcer sur quelque chose? Est-ce qu'on veut renforcer notre image? Est-ce qu'on fait de la publicité? Donc, c'est quand même, c'est pas magique, là. Les gens qui croient que, faut pas se dire qu'on soit des objets gratuits puis que mes employés sont gratuits et que le loyer est gratuit, là. Puis ben malheureusement, c'est qu'il faut compétitionner avec des endroits comme Amazon qui, eux, font tellement un volume, ils vendent littéralement des millions d'items par jour. Même s'ils feraient un sou par item, ils font encore de l'argent. Moi, je peux pas me permettre de faire ça. Fait que c'est sûr qu'en tant que petite entreprise, la réalité est un peu différente que les grosses boutiques. Mais si on est capable de continuer à avoir assez pour, je veux dire, payer nos employés, parce que le but aussi, c'est sûr, moi, en tant que personne d'une entreprise, c'est capitaliste, là, ça reste que c'est pas un secret. Mais il y a une grosse partie, je dirais, que l'argent qu'on fait, mais c'est pour pouvoir offrir à mes employés, justement, l'opportunité de travailler dans un domaine qui les intéresse, puis d'offrir je veux dire, la variété de marchandises et l'expérience à nos clients. Donc, je le fais parce que j'ai besoin d'avoir je veux dire, un salaire, moi aussi, pour vivre, faut que je mange. Mais une très grosse partie, c'est aussi parce que c'est ma passion. Vous parlez justement du fait que maintenant vous pouvez vous payer, mais j'imagine que c'était pas comme ça au début, quand vous avez commencé. Votre formation, c'est en quoi d'ailleurs? Avant que vous partiez votre magasin, vous avez fait vos études et vous avez travaillé en quoi? En traduction. Donc, c'est quelque chose, à voir. C'est bon. J'ai en fait étudié les langues puis la traduction. En fait, c'est la carrière sur laquelle que je m'enlignais. Okay. Puis après ça a été vraiment juste une opportunité de, comme je disais, si j'avais un coloc qui était justement dans le domaine de vendre eux-mêmes dans les Comic-Con ou les petits événements, leurs marchandises. Je me disais, ben, tu sais, ça pourrait me faire comme une activité. Puis là, ben, je me suis rendu compte, au début, ça faisait pas des millions, ben, pas qu'on fait des millions plus, mais tu vois un peu ce que je veux dire. Explosé. Non, si je réussissais à payer ma table puis de me payer un lunch le dimanche soir, là, ça faisait mon affaire. Mais après, j'ai vu un peu le potentiel, puis je me dis, ben, tant qu'à mettre l'effort sur une carrière, puis je sais même pas si je vais aimer ça, est-ce que je vais faire un 5 ans d'université, avoir mon premier emploi, pas aimer. Je me dis, ben, en ce moment, j'aime ce que je fais, ça durera ce que ça durera. Puis là, ben, un peu par surprise, ben, ça l'a vraiment explosé dans une carrière, alors que c'était pas ça au début, là, c'était juste pour pouvoir faire ça pour le plaisir. Ça vous a pris combien de temps depuis que vous avez ouvert votre magasin avant de pouvoir vous payer? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu des sérieux doutes de est-ce que ça va marcher ou non? Comme je dirais pas mal toute entreprise. Je dirais d'habitude, en moyenne, là, les trois quelques premières années, là, c'était que moi et un autre employé. Puis, en fait, c'est l'avantage, c'est que j'avais les conventions qui m'aidaient un peu à... je veux dire, si c'était dans le négatif du magasin, j'avais quand même déjà un petit peu de revenus là, pour pouvoir commencer à aider. Mais c'est sûr que c'est rien de magique. Un magasin ne s'alloue pas avec du profit immédiatement. Donc, je veux dire, les premières années, le temps que ça s'équilibre, j'étais chanceuse d'avoir déjà dans le fond, comme un modèle qui fonctionnait avant de pouvoir, je veux dire, être profitable. Mais si, c'est ça. C'est un peu comme n'importe quelle entreprise qui ouvre. Là. Faut s'attendre, faut s'attacher là-dessus. Les premières années, tu manges des ramen. c'est pas mal ça. Là. Plutôt, on parlait d'Amazon et de d'autres, ben, potentiellement, ça inclut aussi d'autres magasins, d'autres plateformes de ce genre comme Temu et d'autres qui vendent des produits dans la même ligne. Par contre, un des enjeux que c'est
plateformes ont et que pour n'importe quelle personne qui est collecteur, par exemple, qui veut acheter des produits, c'est est-ce que c'est du produit bootleg? Est-ce que c'est de seconde marché? C'est un des problèmes qu'on a. J'essaie d'éduquer les gens parce que des fois, c'est vraiment juste l'ignorance. Mais ça m'est déjà arrivé de dire comme, ben là, pourquoi tu vends ça 50 $? Je peux l'acheter pour 30 $ sur Temu. Je dis, ouais, mais attends, tu vas recevoir sur Temu puis avoir les deux yeux qui regardent dans deux sens différents puis il manque pas mal la moitié des doigts puis elle tiendra pas debout. Mais les gens vont pas nécessairement, eux, ils voient pas ça. Ils voient l'image d'une figurine, dans leur tête, moi, je vends le double du prix. Oui, mais attends, eux, ils viennent du Japon, je les ai importés, j'ai payé des taxes pour les faire rentrer au Canada, le transport, le kiosque, tu sais, c'est sûr que, ben, faut faire de profit quand même. Après ça, moi, je suis pas en Chine, qui envoie ça directement dans un sac de plastique et que ça arrive avec une boîte qui est foirée, tu sais, de chez Temu. Après, les gens vont commander chez Temu, la reçoivent, ils vont comme, ah ouais, ok. Mais, je veux dire, il y a un petit côté éducation dans ça qu'il faut qu'ils se fassent, qu'ils comprennent, tu sais, c'est quoi la différence. Après, si tu préfères avoir une figurine un peu poche, c'est mal, ça te regarde. Mais c'est sûr que je veux dire, c'est quand même une éducation qui se fait là, pour que les gens comprennent exactement c'est quoi qu'on offre. La première fois que j'ai entendu qu'il y a une convention qui a vraiment commencé à crack down sur les produits bootleg, c'était à Anime North où ils ont annoncé qu'il y aurait zéro tolérance sur du produit de second marché. Ouais. Et justement, il y a plusieurs conventions maintenant qui commencent à demander des assurances, inventaires, beaucoup de mesures pour éviter qu'il y ait des produits de second marché qui se retrouvent vendus dans la convention, parce que c'est aussi la réputation de la convention qui est en jeu. Pour vous, justement, comment est-ce que ça a évolué le fait que maintenant les produits geeks c'est pris plus au sérieux et qu'avant c'était un peu, disons, c'était comme des collecteurs qui s'échangeaient des produits qui allaient au Japon comme ça, qui en apportaient un, deux, trois. Comme j'ai un ami qui allait au Japon, qui m'a rapporté une figurine du Japon. Mais vous vendez ça en masse maintenant. Mais à travers les années, comment est-ce que ça a évolué la mentalité par rapport à ces produits-là que maintenant, c'est quelque chose, justement, c'est des produits des magasins qui doivent être assurés, des produits qui doivent être tout mis en inventaire, c'est sérieux. Oui, ben c'est ça. Ben c'est un peu ce qui joue aussi sur, mettons, je dirais, le prix qu'il faut les vendre parce que c'est sûr que nos sources sont officielles. Les produits officiels, comme qu'il y a une partie aussi de l'item qui va à la licence. Par exemple, Crunchyroll ou on disait tantôt Bandai, Nintendo et compagnie, peu importe de où les figurines viennent, c'est sûr que eux, ben, c'est leur IP, leur intellectual property. Donc, eux doivent se faire une marge là-dessus. Mais après, la personne qui l'a fabriqué, le distributeur, l'importateur, tout le monde doit se faire un peu une cote. C'est sûr que ça joue sur les prix. Mais après, c'est ça, c'est que des compagnies comme, on parle d'Anime North, j'ai un kiosque justement à Anime North là-bas. Puis, c'est sûr qu'ils ont un responsable pour faire le tour de tous les kiosques avant que la convention commence pour s'assurer que les produits sont bien officiels. Puis, je trouve ça quand même assez, de mon point de vue, fair, parce que ça me dérange vraiment beaucoup que moi je vende les miennes qui sont licenciées, et que le kiosque d'en face vend des trucs de copier, puis que c'est sûr que les gens vont probablement, je veux dire, aller pour la copie la moins chère, qu'ils sachent ou pas que c'est des officiels ou non. Mais qui voudrait pas acheter un produit moins cher? Oui, c'est ça. Mais les gens vont pas nécessairement savoir ce qui s'implique dedans. Fait que c'est sûr que moi, en tant qu'importateur de produits officiels, ça joue à mon avantage de s'assurer que c'est fair game, que les compagnies, que les conventions en fait tiennent à cœur les produits qui sont offerts dans leur truc, mais ça avantage justement les vendeurs qui veulent. Tu sais, pourquoi est-ce que si tu décides d'être de legit way, tu serais pénalisé versus les gens qui jouent pas selon les règles. Fait que je veux dire, ça joue à l'avantage de la convention qui offre des meilleurs produits, puis des vendeurs qui sont, je veux dire, legit, parce que sinon, ça joue contre nous. Vous avez mentionné que vous avez commencé comme artiste dans les conventions. C'est quoi en tant que vendeuse, c'est quoi le premier véritable produit que vous avez mis sur le marché? Oh mon Dieu! Ma première convention, c'était en 2008. Et si quelqu'un, à ce moment-là, se souvient de... J'avais 7 ans. The Game, vous avez perdu. Si les gens ne savent pas c'est quoi The Game, tant mieux pour eux, parce que c'était une ère. Donc, il y avait un jeu qui s'appelle The Game. Okay. Et il y a 2 règles. Si tu penses à The Game, tu perds le jeu. Et la deuxième, tu connais le jeu maintenant, donc tu as perdu. C'est que ça. Fait que mon tout premier produit, c'est un macaron blanc, écrit en noir, en Times New Roman Caps, The Game. Et ça a été ça mon premier produit. Et ça l'a fait fureur. Et là, j'en ai vendu
plein ce week-end-là. C'est un produit original. C'est mon produit, ben, je veux dire original. Je me suis inspirée du jeu qui était joué ben, à ce moment-là partout dans le monde un peu. OK. C'était quand même dans les débuts d'Internet qui étaient populaires, fait que sur les plateformes genre à la Reddit, des trucs comme ça, c'était dessus. Puis ben, mon premier réflexe, ça a été comme, j'aime un peu troller les gens. Donc si j'ai un macaron qui décrit de game et quelqu'un le lit, je lui fais perdre le jeu. Je trouvais ça comique. J'ai juste fait des macarons simples, le plus simple possible. Et ça a été un produit populaire. Fait que là, à la fin de la convention, tout le monde avait le macaron. Je faisais faire le jeu. Puis tout le monde était comme « Oh non, j'ai perdu! » Donc, ça avait créé comme un petit phénomène. En fait, c'est vraiment ça qui m'a fait commencer. En termes des produits que vous vendez, comment est-ce que c'est la première fois où que vous vous êtes dit que maintenant je vais aller voir un distributeur pour acheter un produit geek en quantité pour mettre ça sur le marché comme un produit de masse, comme par exemple cette figurine de Hatsune Miku. C'est quand que vous avez eu cette idée-là après avoir commencé votre entreprise? Je m'en souviens à moitié. J'ai quand même commencé beaucoup au début avec mes propres produits originaux. J'avais fait comme un petit logo d'un kitsune japonais. Fait que j'avais mon propre petit renard qui... Et là, j'avais un renard version samouraï, version geisha, version ninja, tout. Fait que j'avais fait un petit peu comme mes propres idées à moi. Puis, ben, c'est justement quand j'ai commencé à faire ça temps plein que là, je me suis mis à magasiner pour des produits. Puis, j'avais quand même, dans les premiers produits, c'est peut-être les figurines Funko Pop que j'avais commencé à vendre dans les tout débuts, mais ça commençait à être populaire, je dirais, en 2010, 12. Fait que c'était pas comme que c'est maintenant où on les voit partout. Puis justement, quand c'est mis à être un petit peu trop partout, c'est là que, en fait, ce que je vais espérer, une de mes forces, c'est quand que les gens se mettent trop à vendre un peu ce que moi j'ai déjà, j'essaie justement de trouver de la nouveauté pour me détacher un peu de ce que les autres ont. Fait que la première chose, je pense, que j'ai commencé pas mal à vendre, ça serait les Funko Pop. Jusqu'à ce que justement, je me dise, ben là, comme tout le monde commence à en avoir un petit peu trop, fait que là, ben, je me suis mis à vendre une variété d'autres produits. En entreprise, en économie, on appelle ça un avantage compétitif, essayer de trouver quelque chose de différent et avoir un avantage sur ses adversaires, ses compétiteurs, ses concurrents dans le domaine. Vous, qu'est-ce que vous considériez, c'est votre avantage compétitif comme les gens connaissent chez Rox pour ça? Notre variété. Malgré que c'est pas vraiment un produit en particulier, mais justement, c'est un peu notre force. C'est que au travers que soit que des gens se sont mis à vendre un petit peu la même chose que nous on avait, ou que certains produits étaient populaires mais moins populaires. Dans le fond, je suis tout le temps à la recherche de nouveaux produits, de trucs qui sont à la mode, ou justement de trucs que ben, les gens n'ont pas accès ici. Comme justement, l'avantage que j'ai, c'est que je vais au Japon assez régulièrement. Donc, il y a des produits que je vois là-bas qui sont pas ici, mais qui sont vraiment populaires. Donc, je peux essayer de me démarquer, dans le fond, en essayant tout le temps d'être le plus différent possible. Mais c'est ce qui nous a poussé à grandir au travers des années, ça c'est certain. Ça, c'est un peu inhabituel, par contre, de voir une chef d'entreprise comme vous aller au Japon pour aller faire une étude de marché, on peut dire ça comme ça. Oui, ben, je veux dire étude de marché, mais d'un autre côté, je vends de la marchandise qui est importée du Japon. Je trouverais ça un petit peu ironique de me spécialiser dans quelque chose que je connais pas, si ça fait du sens. Je trouve ça un peu normal d'aller là-bas, m'informer sur ce qui est populaire, avoir leur perspective un petit peu. Puis, je veux dire que après avoir été là-bas plusieurs fois, ici, on a même pas 1% de ce qui est populaire là-bas. Je veux dire, c'est quand même filtré. Mais de voir à quel point là-bas, si on croit que ça commence à être mainstream ici, là-bas, c'est partout. Là. C'est sûr que, ben, personnellement, en tant que juste moi, j'adore aller là-bas parce que ben, c'est exactement ce que j'aime. Mais justement, en tant que personne qui a une entreprise, que je me spécialise quand même beaucoup sur les trucs du Japon, je trouve que c'est juste naturel de m'informer et je veux dire, d'essayer le plus possible aussi d'offrir la meilleure expérience ici versus ce qui est là-bas. Là. En termes de la manière que vous dirigez votre entreprise en ce moment, où est-ce que vous voyez l'avenir des produits que vous vendez? Notamment aujourd'hui, on a tellement de médiums de divertissement différents, des médias comme on a les jeux vidéo, on a toutes sortes de produits virtuels. Au début de l'entreprise, je parlais des gachas. Vous, dans cette ère de numérisation et de virtualisation, vous le voyez comment, l'avenir des produits physiques? C'est dur à dire. Je crois pas qu'on est... C'est sûr que même avec les dernières années, là, où tous les trucs NFC sont devenus super populaires. NFT. NFT, oui, excuse-moi. Oui, merci. NFT, excuse-moi. Sont devenus populaires. C'est dur à dire. Est-ce que demain, tout le monde a
que des figurines virtuelles et que des posters virtuels et que des trucs virtuels à fond. Je crois pas. Je pense que les gens ont encore le goût de avoir des trucs physiques, décorer ta chambre, ton appartement, peu importe, même ton bureau de travail comme que tu veux. Fait que je crois pas que c'est la fin complètement des objets physiques qu'on soit. Par contre, il y a clairement un changement entre magasiner en personne et magasiner en ligne. J'aime personnellement, même si magasiner en personne, c'est pas la même chose que de virtuellement avoir de quoi, d'attendre 2 semaines, de recevoir. Je trouve que l'impulsivité de pouvoir magasiner en personne est encore présente. Après, on verra, parce que je suis quand même une génération qui a vécu entre deux, où on n'a jamais, quand j'étais jeune, magasiner en ligne, ça n'existait pas. Est-ce que, généralement, ça va vraiment plus s'en aller vers, justement, le magasinage virtuel, malgré que tu commandes, mettons, des objets physiques? Mais pour l'instant, je crois que c'est encore bien engagé, que la majorité des gens font leurs achats en personne. Est-ce qu'il y a un produit en particulier dans le magasin que vous êtes très fier de l'avoir, que vous avez été très fier de l'avoir, d'être capable de le distribuer? En particulier, Ça peut être quelque chose que vous, personne, vous aimez aussi. ouais, ben, en fait, je dirais quand même, j'aime beaucoup les peluches. D'accord. J'avoue que je suis vraiment une fan de peluches. Fait que malgré que ça se démarque pas, c'est sûr que c'est pas un produit unique, mais dans tous les produits que je commande, j'essaie vraiment d'avoir les peluches les plus douces, les plus mignonnes. Donc ça, je dois avouer que la variété qu'on a versus, je veux dire, la qualité du produit et tout, je pense que c'est le produit que moi-même, si j'irais magasiner dans mon propre magasin, ce serait comme la première section que j'irais voir, puis celle où probablement je me lâcherais plus. Non, mais ça peut surprendre, mais vous savez, j'ai un ami, là, évidemment, je ne vais pas le doxer, là, je ne vais pas le mentionner, mais il va savoir, c'est lui. Et mes amis proches le sauront aussi. Mais lui, il dort avec une peluche de Miniso. Et c'est ça qu'il aime. Genre, à chaque saison, il y a un nouveau peluche de Miniso qui sort et il se l'achète. Puis c'est comme sa doudoune, là, il dort avec ça. Donc, tu sais, faut pas. Puis, tu sais, c'est comme Mais c'est quelqu'un correct. qui. Moi, je trouve ça normal. J'ai la même chose un petit peu aussi. Je voyage justement comme à chaque année au Japon. Puis, ben, c'est sûr que je m'achète des petites affaires, mais je suis toujours par m'acheter comme ma plus grosse peluche. Ça devient un peu comme la peluche du moment que je vais. C'est plus tendance, mettons, je regarde la télé, puis j'utilise un peu comme un oreiller. Puis ça devient comme mon. C'est souvent, ça va être une série que je suis en train d'écouter en ce moment, ou des fois, ça peut juste parce qu'elle est super mignonne, parce que c'est un chat, puis que j'aime les chats, là. Fait que je comprends un peu c'est quoi, là. J'ai comme mon petit, ma peluche plus du moment, puis ben, éventuellement, ben, elle va avec les autres, prendre sa retraite, puis là, tout d'un coup, quelques mois après, ben, ça va être l'autre, puis ben, je le comprends, parce que ben, je le vis aussi. Fait que... Je garde les vieux peluches quand j'étais plus jeune chez moi, là, je les garde, tu sais, c'est mes peluches, là, tu sais. Ça a une valeur même émotive. Là, oui, ben exactement, je suis d'accord. En termes disons, le range des produits dans votre magasin, la variété, vous vendez autant des produits geek, ça s'appelle le Geek Stop, là, ce serait un peu ironique si vous ne vendiez pas de produits geek, mais aussi des produits otaku, animés, japonais. Qu'est-ce que vous direz, c'est le ratio des gens qui viennent plus pour des produits geeks versus des produits otaku? À quel point est-ce que ces deux démographies s'enjambent, en quelque sorte? Beaucoup, beaucoup. Je dirais, ça s'entrecoupe plus que pas. Il y a peut-être quelques pourcentages de gens vraiment kotaku et un petit peu geek, mais je pense sur la grande échelle, là, ça s'entrecoupe. C'est peut-être quelqu'un avec 80% geek, 10% otaku, mais je dirais, il n'y a pas grand monde qui, au moins, aime un petit peu des deux, là, à certains niveaux, ça, c'est certain. Fait que c'est justement ce qui nous avantage un peu, comme je disais plus tôt, on a plein d'autres magasins un petit peu connexes autour de nous, donc de spécialités justement d'importation japonaise ou de jeux de cartes, Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Donc ça reste quand même un petit peu le même genre de personnes qui aiment ces trucs-là. Fait que je pense que ça s'entrecoupe beaucoup là, les deux mondes. Vous parlez qu'il y a des concurrents comme près de chez vous en termes de magasins. C'est quoi le plus gros? Moi, je suis pas. C'est une question totalement que je pose parce que j'ai aucune idée. C'est quoi le plus gros magasin basé à Montréal qui vend des produits de ce genre, des produits geeks, des produits. En fait, quand je parle mettons comme de la rue où ce que nous on est sur Place Saint-Hubert, je parlais pas tant de compétition plus que je dirais de compagnie ou de magasins complémentaires. Complémentaires, d'accord. Dans notre cas, parce que je donne un exemple, il y a une boutique qui s'appelle Dracolite qui est juste en face de la rue,
qui vendent des trucs médiévaux, Okay, des ouais. inspirations médiévales. Ils ont tant des robes de mariage que des petits corsets que les gens peuvent porter quand ils vont faire du grandeur nature, des répliques d'épées, soit autant en métal que C'est en pas mousse. exactement la même chose. C'est pas exactement la même chose, mais ça reste que ça s'entrecoupe beaucoup. Souvent, les gens qui aiment les trucs médiévaux, ben, ils peuvent aimer Lord of the Rings, mais Style of Lord of the Rings, ben, t'as peut-être Game of Thrones, plus t'as Game of Thrones. Tu sais, ça diverge assez que là, ben là, rendu là, tu peux te considérer geek quand même, puis là, t'aimes probablement l'étrange Noël du Monsieur Jack. Puis là, ben, t'aimes ça, donc t'aimes, peu importe, tu sais. Que tu regardes trop Isekai, là, puis tu regardes Isekai, là. Ben, exactement, c'est ça, tu sais. Fait que je pense qu'ils entrecoupent assez que, ben, je peux pas dire, mettons, que le magasin médiéval en face, c'est vraiment pas un compétiteur, mais on attire assez le même genre de clientèle, mais avec des produits clairement différents que, ben, on fait juste comme plus complémenter vraiment que de se compétitionner. Et c'est quoi l'avenir pour chez Rox? Qu'est-ce que vous voyez, où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Tu sais, la question classique des Ouais. entrevues, là, ouais. De faire ce qu'on fait en ce moment, mais en espérant mieux. C'est sûr qu'on peut donner une super belle expérience, donc c'est de continuer à voir c'est quoi les produits du moment, continuer à se démarquer. Mais à date, je crois pas qu'on ouvrirait un autre magasin. Je crois pas qu'on réduirait non plus la quantité de conventions qu'on fait. En ce moment, on est quand même à, je dirais, un bon équilibre. Fait que j'espérais que dans le meilleur des cas, d'ici le futur, on serait au moins stable. Donc, vous continuez à grandir, mais comme avec une stabilité. C'est ça, exactement. D'accord. Fait que, donc, il faut continuer à au moins offrir un petit peu comme la même bonne expérience, parce que si dans 5 ans, j'ai exactement la même chose que j'ai en ce moment, les gens vont venir nous revoir puis ils vont dire ouais, ben là, c'est la même chose que l'année dernière ou l'autre année dernière. Il n'y a aucun intérêt. Fait que c'est sûr, il faut quand même continuer à se démarquer, mais en soi, je dirais le concept lui-même, on espère qu'il reste le même. Justement, pour identifier ces tendances, est-ce que c'est juste comme vous, pour votre voyage au Japon, est-ce que vous avez comme d'autres façons, est-ce que comme vous parlez à vos clients pour voir qu'est-ce qui fonctionne en ce moment, c'est quoi le nouveau truc? Oui. C'est sûr que, ben, naturellement, les choses, mettons, sur Facebook, il y a une publicité qui va arriver, mettons, d'un jeu que tu connaissais pas, puis là, bon, ben, ça vaut la peine de garder un œil dessus. Des fois, c'est les gens qui vont commencer à nous demander des produits. Ils vont dire, avez-vous, puis là, ils vont dire le nom d'un animé, puis là, j'ai jamais entendu. Puis là, 2 jours après, avez-vous tel animé? OK. Après, avez-vous tel animé? Puis là, ben, attends, là, je vais voir c'est quoi, tu sais. Mais c'est sûr que ça se fait un petit peu, par soi-même presque. Mais il y a des fois où ben, je suis sur beaucoup de forums, que ça soit Reddit, fait que je peux aller voir un peu c'est quoi les ouais. Pour ça, ouais. Fait que voir un petit peu bon c'est quoi si je vais écrire mettons printemps 2026 nouvelle animée, puis là ben, je peux voir tout ce qui s'en vient. Puis là, justement me dire ben tu sais ça a l'air intéressant, fait je peux peut-être me concentrer là-dessus. C'est comment embaucher, essayer de trouver un employé pour une entreprise qui vend des produits geeks, parce que c'est pas disons le classique là, de je sors du cégep pour l'université. OK, ouais, je vais envoyer mon CV pour travailler dans un magasin geek. C'est sûr, ouais, mais c'est sûr que ça se fait pas de façon très traditionnelle. Considérant que la dernière fois qu'on a engagé quelqu'un, ça fait 4 ans déjà. Okay. Mon souvenir de l'entrevue en soi est peut-être un petit peu plus vague, mais déjà la vibe, je dirais. Donc chaque fois qu'on a engagé, on a mis une publicité sur soit nos réseaux sociaux, soit dans la bande de la boutique. Puis on se gardait le temps d'accumuler assez de CV. Puis on choisissait selon, je veux dire, l'expérience, ou même juste un petit peu comme la vibe qu'on a eue de la personne quand elle est venue porter son application pour faire des entrevues. Puis ben, je veux dire, souvent si l'entrevue commence au début de c'est quoi ton expérience? Est-ce que t'as déjà travaillé dans un truc? Et là, ça finit hein. Puis là, dans l'épisode hier, là, tu sais, quand Zenitsu est sorti son épée, puis tu sais, comme, t'es rendu que ça n'a même plus rapport à une entrevue, puis t'es juste en train de, comme, avoir du fun et juste de jaser. D'habitude, c'est un bon signe de se dire, ouais, toi, t'es fait pour travailler dans une boutique de ce style-là. Parce que moi, je viens d'un milieu en termes d'université très traditionnel. J'ai fait des études en droit, je suis en maîtrise en droit en ce moment. Et en termes de genre de carrière qu'on fait quand on sort de l'université, c'est très axé vers, on va travailler pour un cabinet, surtout le gouvernement, ou parfois il y en a qui vont s'oser aller travailler pour des OSBL ou d'autres organisations. Mais ça resterait en termes axé sur le droit. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que parfois on s'auto-critique par rapport à ça. On dit que il faut être un peu plus ouvert à explorer d'autres endroits. Mais c'est quoi le profil d'un employé de magasin qui travaille dans un magasin geek? Je suis quelqu'un, c'est sûr, mais qui est geek eux-mêmes. Évidemment, évidemment. Très de base, c'est vraiment évidemment.
Puis après, ben je veux dire, c'est ça, c'est que quelqu'un qui, un peu comme moi, ça les enchante de voir c'est quoi la nouveauté, tu sais, qui suivent eux-mêmes un petit peu les trucs qui sortent. Souvent, c'est des gens peut-être qui sont un petit peu plus sociaux. C'est sûr que je dis pas nécessairement introverti versus extraverti, mais quelqu'un qui est clairement à l'aise de avoir de l'interaction avec les clients, parce que comme je disais aussi plus tôt, les clients qu'on a, c'est tous des gens super le fun à interagir avec. Donc, il faut que tu sois toi aussi un peu intéressé à avoir des petits moments où tu es comme ah ouais, avec les clients. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui serait un petit peu plus réservé, ça pourrait être un petit peu plus compliqué. Là. Fait que c'est des gens qui sont assez, pas juste service à la clientèle, mais aussi juste vers les gens en général. C'est sûr que ça aide vraiment beaucoup pour avoir un peu comme le sentiment de communauté. Puis en soi, c'est sûr que d'être passionné des trucs geeks, ça aide vraiment beaucoup. Puis on essaie aussi d'offrir un environnement d'emploi très, très positif et agréable pour nos employés en espérant qu'ils puissent tester aussi. À date, on a quand même du succès, considérant que Non, non, sont c'est depuis sûr. un moment. Là. C'est un magasin geek, mais quand même, tu sais, un emploi, c'est un emploi et être patronne d'une entreprise, c'est être patronne d'une entreprise. À la fin de la journée, tu sais, je posais la question en termes de profil d'emploi parce que c'est sûr que dans la population générale, notamment, tu sais, même pour ceux qui sont geeks, mais ceux qui le sont pas, il y a des stéréotypes par rapport au profil d'une personne qui est geek ou qui est, tu sais, otaku, gamer, c'est un peu tout dans la même catégorie, pour ceux qui connaissent pas. Et c'est un peu l'idée c'est le fameux l'article que Richard Martin avait écrit pendant la COVID où il disait que les otaku, c'est des gens cloîtrés chez eux, qui est dans le sous-sol, tu sais, Richard Martineau, je pense que c'est pas de quoi qu'il parle. Non, mais j'utilise cette référence-là. Je dis pas qu'il y a des gens qui sont pas comme ça dans cette communauté-là. Oui. Mais ce serait comme dire genre mais tous les gars qui regardent le hockey sont agressifs. Non, mais j'utilise cette référence-là parce que moi, je me rappelle à l'époque, j'étais membre de l'exécutif de mon club animé au Cégep et c'était pendant la COVID, évidemment. Là. Et tu sais, il avait récemment écrit cet article-là un peu pour faire comme le commentaire que les otaku avaient gagné parce que maintenant tout le monde était confiné chez eux. Et que c'est ça que les otaku, c'est comme leur rêve. Là. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours des stéréotypes par rapport à ça. Mais j'imagine que lorsque vous embauchez un employé, tu sais, il y a quand même des traits. Tu sais, être geek, c'est comme la base, là. Mais tu sais, est-ce que c'est quelqu'un qui est ponctuel, qui vient à l'heure? Est-ce qu'il y a une bonne éthique de travail? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Je veux dire, c'est un trait, c'est qu'on est clairement tous je veux dire ça, neurodivergents. Okay. Ça, c'est certain. On a tous un quelque chose. Je pense que c'est comme un pré-critère pour être geek, mais bon. Ouais, je pense que, je veux dire que est-ce que, tu sais, la poule ou l'œuf, là? Ouais. Est-ce que les gens qui sont geeks sont beaucoup neurodivergents? Est-ce que les gens neurodivergents sont beaucoup geeks? Mais je vais avouer que c'est probablement un trait vraiment commun. Et après, peu importe sur la neurodiversité qui se présente, là. La neurodiversité. La neurodiversité, merci. Comme tu vois, j'ai du ADHD à côté dans le tapis. Ce qui me fonctionne aussi à mon avantage, parce que justement, je me passionne un petit peu de tout, mais de rien, où je peux, tu sais, justement, hyper focus des fois sur des trucs, fait que m'assurer qu'on a de la marchandise pour ça. Mais en soi, on a autant des employés qui sont justement avec des déficits d'attention, sur le spectre de l'autisme, qui ont qui peuvent avoir des TOC, tu sais, peu importe. On a quand même une variété de gens qui ont clairement leur neurodiversité, justement. Ouais, leur particularité. Mais honnêtement, la plupart, ça fonctionne à leur avantage. Des fois, on a des tâches, mettons, qui peuvent être répétitives au magasin. Donc, on reçoit des figurines. Là, il faut mettre des étiquettes sur les produits. Quelqu'un qui aime justement peut-être faire plus des tâches répétitives ou qui sont encadrés, mettons, ils vont préférer faire ça. Tandis que j'ai d'autres employés, ils veulent le rien savoir. Eux, ils préfèrent justement les trucs qui bougent. Fait que si on reçoit un camion puis il faut vider les boîtes, eux, ils préfèrent les gros trucs physiques. Fait que c'est sûr qu'on a quand même une variété là-dedans. Puis chacun s'adapte un petit peu à la tâche, dans le fond, qui leur va mieux. Mais en soi, tout le monde, je dis pas que tout le monde qui travaille pour nous est identique, mais clairement, tout le monde a un petit trait qui fait que sont plus attirés par une tâche ou par d'autres. Justement, ça fait que sur l'équipe au complet, on est capable de travailler bien parce que y a certaines tâches que une personne va être capable de mieux performer ou préférer faire. Fait que d'avoir une bonne variété d'employés, ça fait que justement, on travaille bien en équipe. Pour clore l'entrevue, peut-être faites la promo de faites la pub de votre magasin. Là. Dites c'est quoi l'adresse et
Mais allez-y. La boutique s'appelle Chez Rox, le Geek Stop. On est dans le fond situé sur la Plaza Saint-Hubert, à quelques pas du métro Beaubien. L'adresse, c'est le 6375 rue Saint-Hubert. On est vraiment facile à trouver. On a un site en ligne aussi qui s'appelle le cherox.com, CHEZRHOX.com. Puis, ben, si jamais vous me croisez, d'habitude, je suis assez facile à reconnaître avec mes cheveux, ben, faites juste C'est un peu venir me dire distinctif, allô, disons. oui, c'est ça. C'est sûr que ça me démarque un petit peu. Donc, vous pouvez toujours venir vous dire allô à n'importe quel moment. Puis sinon, ben, tout le reste de mes employés sont vraiment très sympathiques et gentils. Donc, faites juste venir nous voir en boutique puis expérimenter pour vous-même un petit peu c'est quoi l'expérience. Mais merci beaucoup, Rox, et ravi de faire cette entrevue. Et ben, je vous souhaite une bonne convention ici à Fan Expo. Et ben, bonne chance avec votre magasin. J'espère que vous aurez beaucoup de succès. Je vous souhaite du Parfait. succès. Puis merci, puis profite aussi de la température parce que heureusement, à Vancouver, en ce moment, il fait pas des moins 30. C'est magnifique, là. Et je suis arrivé de Montréal avec mon gros manteau. Je l'ai laissé dans l'hôtel ce soir. Ah oui, c'est sûr. Fait que on va prendre le petit degré qu'on peut avant de retourner au froid dans quelques jours. Absolument. Non, mais le hoodie, c'est parfait pour moi, là, dans la température. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Bien, merci. Au revoir.